Le capitaine de l'équipe nationale du Maroc joue à ce tournoi alors qu'il fait l'objet d'une enquête criminelle ouverte pour viol. L'équipe iranienne n'a été autorisée à vivre aux États-Unis que les jours de match, et entre les matchs, elle est obligée de se rendre et de rester au Mexique. Des supporters moscovites ont obtenu l'autographe du président de la FIFA sur le drapeau russe. Toujours la même Coupe du Monde, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous examinerons les plus grands scandales de l'édition 2026. Ensuite, je vous promets que nous aborderons une histoire d'un tout autre domaine. Elle est incroyable et reflète ce qui se passe dans ce tournoi. Alors, première histoire. Hakimi. Commençons par une histoire très désagréable. La cour d'appel de Versailles a confirmé. Le capitaine de l'équipe nationale de Mecco, Maroc, Achraf Hakimi. Il comparaîtra devant le tribunal pour une affaire de viol. Tout a commencé en 2023. Le footballeur lui-même nie les accusations. L'affaire dure déjà depuis plusieurs années. Et voici un détail intéressant. Pendant que le processus judiciaire suit son cours, Hakimi continue de jouer à la Coupe du Monde. Ou il continue tout simplement. Il est capitaine, il est le leader, il est le visage de l'équipe nationale du Maroc. Les supporters de l'équipe d'Écosse n'ont pas pu se retenir et l'ont hué directement au stade. La direction du club et de la fédération de football restent ostensiblement à l'écart de ce sujet, le procès étant officiellement en cours. Une personne est innocente jusqu'à preuve du contraire. Hakimi continue d'entrer sur le terrain comme capitaine. Une position confortable qui permet de ne pas prendre de décision là où on ne veut pas en prendre. Deuxième histoire, l'équipe nationale iranienne. Une partie du personnel de l'équipe ne peut pas obtenir de visa américain. Le quota de billets pour les supporters iraniens a été réduit pour ce tournoi. L'équipe a été hébergée de façon inhabituelle. Seuls les jours de match, il est permis de rester aux États-Unis. Et entre les matchs, soyez gentils de partir. Direction le Mexique. Les organisateurs justifiant ces mesures par des raisons de sécurité. Officiellement, cette politique est liée aux restrictions d'entrée en vigueur pour les citoyens de 4 pays, dont l'Iran, et cette décision a été prise bien avant le tournoi, au niveau de la politique migratoire. Ce n'est pas personnellement contre les footballeurs, mais convenez-en pour une équipe qui était venue simplement pour jouer au ballon. Une telle logistique ressemble, je ne sais pas, à une quarantaine humiliante. Troisième histoire. La Russie n'a pas été autorisée à participer à cette Coupe du Monde, mais cela n'a pas empêché les supporters de venir. Un petit fan club moscovite, il s'appelle Noulevka. Un groupe d'amis qui voyagent ensemble depuis 2014, ils suivent tous les matchs de l'équipe nationale russe où qu'elle aille jouer. Ils ont apporté au stade au Canada le drapeau russe, tricolore. Et là, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, s'est retrouvé à côté d'eux dans les tribunes. Ils sont allés prendre une photo avec lui. Non seulement il a accepté, mais il a aussi signé directement sur le drapeau. Et il a même dit en russe « Kotroloshe, espansolage, korosho, spasibo ». Bien, merci. Bien joué, Infantino. La sécurité était à côté, mais elle s'est comportée de manière tout à fait loyale. Un petit épisode qui, pour des milliers de supporters russophones coupés du tournoi, est officiellement devenu, un petit lot de consolation. Et maintenant, attention, la transition promise. Plus tard dans la vidéo, nous raconterons une autre histoire. Elle ne porte pas sur le football, mais sur un ordre, également rond. Mais dès que nous y arriverons, vous comprendrez que, dans les deux cas, c'est la même histoire. Sur la façon dont se comportent ceux qui ont été aidés envers ceux qui les ont aidés. Continuons. Donc Mokebi, un but qui a réjoui 2 pays en même temps. Voici sans doute l'histoire la plus touchante de ce match. Lors du match Iran-Nouvelle-Zélande, c'est Mohammad Mokebi qui a marqué le but. Un joueur bien sûr de l'équipe nationale iranienne, car il y a peu de Mohammad en Nouvelle-Zélande. Peut-être qu'il y en a aussi, non? En club, il a joué et joue pour le club russe Rostov. C'est le premier but dans ce tournoi d'un joueur du championnat de Russie, si je ne me trompe pas, non. Et ce qui est particulièrement intéressant, ce but a suscité l'enthousiasme dans les deux camps à la fois. Chez les supporters iraniens, pour qui Moebi est un véritable héros national, et chez les Russes, pour qui il est un joueur de leur propre ligue. Coïncidence ou non, mais dans le contexte géopolitique actuel, où Moscou qualifie ouvertement Téhéran de pays ami, le but de Moebi, qui je crois jouait sous le maillot du Rostov, apparaît presque comme un symbole.
Symbole que le sport réunit parfois mieux que toute déclaration officielle d'amitié. Si cela vous intéresse, likez. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Pour une analyse plus poussée, abonnez-vous dès maintenant pour 4 $ par mois via le lien en description. Comme promis, passons du football à l'ordre de l'Aigle blanc. Car l'histoire que je vais raconter ressemble beaucoup à ce que nous venons de discuter. Et avant de continuer, je vous promets que plus tard dans cette vidéo, nous aborderons une question bien plus profonde que l'étiquette diplomatique. Cette habitude de mordre la main qui vous aide est-elle liée à l'état du système de prise de décision à Kiev dans son ensemble ? Je vais certainement y revenir. L'ordre de l'Aigle blanc. Je suis sûr que vous saviez que j'allais en parler. Il a traversé les partitions de l'Ukraine. La Pologne a vécu l'occupation nazie avec cet ordre. Vous n'allez pas le croire, mais l'impératrice russe Catherine II et Benito Mussolini ont également été décorés. Belle compagnie. Ils restent officiellement sur la liste des chevaliers. Cet ordre existe depuis plus de 300 ans, et en plus de 300 ans, la première personne à qui cette distinction a été officiellement retirée fut Volodymyr Zelensky. Le 19 juin, le président polonais Karl Nawrocki. Il a annoncé qu'il retirait à Zelensky l'ordre de l'Aigle blanc. C'est la plus haute distinction nationale de la Pologne. Zelensky a été décoré en 2023 par le président de l'époque, Andrzej Duda, pour services exceptionnels, notamment pour le renforcement de l'amitié polono-ukrainienne. Ah, il a bien renforcé l'amitié depuis. Cela est dû au décret de Zelensky du 26 mai, c'est pour cela qu'on lui a demandé. Lequel, à un centre distinct, au centre des opérations spéciales Nord. On lui a attribué la dénomination honorifique Héros de l'Autor, c'est Tokra Ketidanit, ce qu'est quoi ap anonni héros de l'UPA. Pourquoi cela a-t-il autant touché les Polonais ? Parce que pour la Pologne, l'UPA n'a rien d'un mouvement partisan ni d'une organisation héroïque, mais c'est une organisation responsable de massacres de civils polonais. Et plus précisément, il s'agit avant tout du massacre de Volhynie, au cours duquel des dizaines de milliers de Polonais ont été tués, y compris des femmes et des enfants. C'est une blessure encore ouverte qui fait toujours souffrir la société polonaise aujourd'hui. Parce que pour beaucoup de gens, c'était une tragédie personnelle, familiale. Je suis prêt à admettre, je suis presque sûr qu'en signant ce décret, Zelensky n'y a pas réfléchi une seule seconde. Des centaines de documents par jour, une procédure formelle, aucune intention politique. Mais après que les voisins et les alliés ont demandé de corriger l'erreur, ne pas le faire n'était plus une simple négligence. Une décision a été prise. Et cette décision, ce n'est qu'une autre stupidité, dans la longue liste de stupidités que les dirigeants actuels de l'Ukraine commettent méthodiquement, comme si c'était prévu. Prenons les relations de Kiev avec Israël. Oui, nous en avons déjà parlé. Israël n'a pas fourni d'aide militaire à l'Ukraine, c'est vrai, oui. Mais en même temps, ils ont installé un hôpital près de Lviv. Ils ont envoyé médecins et médicaments, tout le nécessaire. Pendant 2 semaines, médecins et infirmières israéliens accueillaient et ont apporté de l'aide à plus d'1 millier d'Ukrainiens blessés. Ils n'ont pas envoyé l'hôpital en Russie, ils l'ont envoyé. Pas en Russie, mais en Ukraine. Ils auraient pu l'envoyer en Russie pour établir de bonnes relations et dire « Nous voulons vous aider sur le plan humanitaire ». Pensez-vous que Poutine aurait refusé ? Zelensky s'est adressé à Israël pour demander de l'aide. Israël a apporté l'aide qu'il pouvait. Se fâcher avec la Grande Russie, comme l'a fait l'Ukraine, Israël n'en avait certainement pas l'intention. Mais néanmoins, Israël a fait ce qu'il a pu. Et parallèlement à cela, la diplomatie ukrainienne a voté pendant des années à l'ONU pour des résolutions anti-israéliennes. Contre les colonies, pour le désarmement nucléaire d'Israël, ce que seules quelques rares nations au monde soutenaient, et principalement celles qui sont ouvertement hostiles à l'État juif. En février 1925, fait caractéristique, Israël a décidé pour la première fois de voter contre une résolution que l'Ukraine elle-même avait soumise à l'Assemblée générale. Ils n'ont plus simplement rejoint des initiatives étrangères, cette fois ils l'ont proposé eux-mêmes. Eh bien, peut-être que c'est une coïncidence, je ne sais pas. Peut-être qu'on présentait l'addition. Et maintenant, la relation avec les États-Unis, le pays qui a investi plus d'argent, d'armes et de capital politique dans la défense de l'Ukraine que quiconque au monde. Et qu'est-ce qu'on voit ?
que des attaques régulières et publiques sont dirigées précisément contre la personne qui décide aujourd'hui concrètement du sort futur de l'aide. Mordre la main qui te nourrit n'est pas la stratégie la plus intelligente. Mordre la main de la personne dont dépend ton avenir, c'est déjà une stratégie clairement peu intelligente. En 2023, Kiev avait déjà eu un conflit similaire avec la Pologne, à cause du grain. Après le blocage des exportations de la mer Noire, les Ukrainiens sont entrés, le grain a afflué vers les pays voisins et a fait chuter les prix pour les agriculteurs locaux. La Pologne a imposé un embargo. L'Ukraine a porté plainte auprès de l'OMC et a menacé d'imposer un embargo en retour sur les pommes, tomates, oignons et choux polonais. Le moment clé fut le discours de Volodymyr Zelensky à l'Assemblée générale de l'ONU en septembre 2023, après quoi le ministère polonais des Affaires étrangères a convoqué d'urgence l'ambassadeur ukrainien et exprimé une ferme protestation. Le président Andrzej Duda a alors lâché une phrase qui a fait le tour des médias. Dans une certaine mesure, nous avons affaire à une personne en train de se noyer. Sous-entendant qu'une personne qui se noie peut entraîner son sauveteur au fond. C'est tout de même la Pologne, le pays qui a accueilli plus de réfugiés ukrainiens que, selon moi, n'importe quel autre pays en Europe, et qui sert de centre logistique pour les armes occidentales. C'est précisément avec elle que Kiev a décidé d'entrer publiquement en conflit, n'est-ce pas ? À cause du grain. L'histoire avec l'ordre, 3 ans plus tard, est presque une copie exacte du même scénario. Les sujets changent, mais la manière de faire reste la même. Je ne vais pas faire semblant qu'il y a ici 2 positions équivalentes. La Pologne est l'un des plus grands donateurs d'aide à l'Ukraine. Un pays qui a ouvert ses frontières à des millions de réfugiés, servant de corridor logistique pour presque toutes les armes occidentales. Et c'est précisément ce pays qui, ayant demandé une seule chose symbolique, de ne pas nommer un bataillon d'après une organisation impliquée dans le meurtre de civils polonais, reçoit en retour, appelons cela du silence en silence. Quand celui à qui tu viens le plus en aide ignore ostensiblement une simple demande, la question se pose : qui a raison ici ? Cela ne nécessite pas vraiment d'explication particulière. Lorsque la nouvelle s'est répandue dans le monde, l'ancien chef de la diplomatie ukrainienne, Dmitry Goulba, et le ministre polonais des Affaires étrangères, Radosław Sikorski, ont rappelé indépendamment l'un de l'autre un détail intéressant. Sur la liste des chevaliers de l'Ordre de l'Aigle Blanc figure toujours officiellement Catherine la Grande, sous laquelle la Pologne a été rayée de la carte à la suite des partages, et Benito Mussolini, dont le régime a aidé Hitler à détruire cette même Pologne en 1939. Sikorski a même fait remarquer avec ironie, si l'on veut vraiment faire le ménage, il ne faut pas commencer par Zelensky. C'est amusant, mais il s'agit d'une histoire très lointaine, celle de régimes depuis longtemps disparus, alors que la réaction actuelle de la Pologne concerne le présent, des personnes concrètes qui, ici et maintenant, aident plus que quiconque. Et en réponse à leur seule demande, ils reçoivent au mieux de l'indifférence pour ne pas dire bien plus. Voici la question pour laquelle j'ai lancé tout cela. Peut-être qu'en Ukraine, il existe une forte tendance, presque subconsciente, à l'automutilation nationale. Certains disent qu'il y a là-bas des tendances nationales suicidaires délibérées. Un pays qui, pendant de nombreuses années, n'a pas vraiment construit une défense sérieuse, tout en n'hésitant pas à hériter un voisin immense et bien plus puissant. Un pays qui, selon l'opinion largement répandue, a utilisé les formats de négociation, les accords de Minsk, non pas pour régler le conflit, mais comme une pause pour se réarmer. Je comprends parfaitement que le voisin le voit et bouillonne de rage. Un pays qui a ouvertement déclaré son intention de faire exactement ce que ce voisin, connu pour sa volonté d'aller aux extrêmes, considérait comme inacceptable. Et cette affaire de décoration n'est que le dernier et, peut-être, le plus absurde exemple à grande échelle de cette habitude. Un petit décret qui aurait simplement pu être annulé. Et il ne l'a pas été. Il n'a pas été annulé. Nous avons notre propre fierté, c'est clair, les Polonais sont des minables. Mais je ne veux pas finir sur une note amère. Il y avait une vraie chaleur dans les tribunes du football, un drapeau, la signature d'Infantino, un but, Mackévi, qui a réjoui 2 peuples à la fois. Une petite preuve que les liens humains simples sont parfois plus forts que toutes les barrières politiques. Et l'histoire avec l'ordre a aussi un côté positif. Le simple fait que la Pologne ait trouvé la force de dire honnêtement qu'il y a des limites à ne pas franchir, même pour le plus proche allié. C'est le signe d'une culture politique saine, non aveuglée par la propagande.
cette maturité qui manque encore de l'autre côté de la frontière. Les petites leçons désagréables de vrais amis, c'est exactement ce qui, avec le temps, peut changer la manière de gouverner. Espérons que cette leçon sera apprise avant qu'une autre, bien plus grave, n'arrive. Si vous voulez non seulement des nouvelles, mais aussi comprendre les raisons de ce qui se passe, j'ai une deuxième chaîne, Feuille de route vers la liberté, où je publie des analyses 2 fois par semaine. Beaucoup plus approfondies, pas seulement sur les faits, mais aussi sur les raisons et les solutions. Messieurs, abonnez-vous via le lien en description. À la prochaine!